Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Aujourd'hui l'épisode 5. Je dois bien vous avouer que sur la fin cet épisode, il touche dur. Il touche dur. Alors donc, je vais commencer cette fois par un petit peu la partie du côté de Fairy Tail. Donc, qui est pas très très longue, il se passe pas grand chose. Mais on retrouve du coup Toka qui se réveille devant toute la guilde de Fairy Tail, prisonnière. Et qui explique en fait qu'elle est possédée par la mage blanche, ou le mage blanc, peu importe, et qu'en gros, elle est venue à Fairy Tail d'un côté réellement pour rencontrer Natsu, qui apparemment lui a réellement sauvé la vie il y a à peu près un an, mais également parce qu'elle a entendu dire que Wendy était dans les parages, et Wendy, comme je l'avais dit dans l'épisode dernier, qui est connue pour ses enfin, qui est connue pour ses enchantements. En tout cas, qui fait partie des enchanteurs de l'univers de Fairy Tail. Et donc, Toka est venue en espérant pouvoir lui demander d'utiliser un sort de séparation pour pouvoir en fait séparer la partie Toka de la partie mage blanc. Pour vraiment que le mage blanc soit une entité à part entière avec son propre corps, son propre délire, quoi. Sauf que bah, malheureusement pour eux, enfin malheureusement pour elle, bah, du coup Wendy est partie avec Natsu et compagnie pour la quête de 100 ans. Et on comprend malheureusement assez vite qu'en fait le mage blanc est capable de contrôler le dragon de l'eau à distance. Et donc en fait, bah, ils sont en danger maintenant que... Donc voilà, les Wendy et compagnie sont en danger. Et on va avoir Toka du coup, enfin le mage blanc, qui va réussir à se libérer de ses chaînes assez facilement, soyons très honnêtes, et qui visiblement va anéantir Fairy Tail. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. En tout cas, on a juste une image à la toute fin de l'épisode d'elle qui est en train de boire le thé tranquillement pendant que toutes les personnes de Fairy Tail sont complètement assommées. Et de dire que voilà, ça fait un bourgeon en moins, c'était une... Ce qu'elle explique en fait, c'est que, enfin ce qu'elle a expliqué, c'est que elle, son problème, c'est pas tant la magie en elle-même, c'est le fait qu'il y ait trop de magie concentrée en un seul endroit. Et Fairy Tail, soyons très honnêtes, c'est un noyau de magie assez important. Donc voilà, a priori, ils se sont tous fait avoir, c'est-à-dire qu'il y avait Makarov, Laxus, Mira Jane, Jelal, tous, tous. Donc bon, on verra dans le prochain épisode si on a des nouvelles par rapport à tout ça, parce que c'est un peu embêtant, quoi. Voilà, du coup, on va retourner du côté du groupe de Natsu, donc qui dans cet épisode affronte les Dragon Eaters. Donc en gros, Manmal se relève après le coup que Natsu lui a mis, et du coup Natsu augmente d'autant plus l'intensité de ses flammes, et en fait, même Kiria et Erza le ressentent dans le bateau. Erza explique justement que bah, avec ça, en fait, elle a équipé son armure d'impératrice des flammes, je crois, et du coup quasiment, euh, elle est quasiment, comment dire, en gros le feu et la chaleur ne l'atteignent pas, donc elle envoie une attaque à Kiria qui la fait sortir, et en gros Squelion la récupère grâce à ses cendres, et en gros il se pose tranquillement sur le bateau à contempler le groupe de Natsu. Et ce qu'il explique, c'est que bon, effectivement, là, ils sont 3 contre 5, je crois, ce serait un petit peu compliqué. Et que du coup, bon, bah, ils préfèrent se retirer pour l'instant, mais que si jamais ils continuent à chasser les dragons, ce qui est plus ou moins leur quête malheureusement, ils vont finir par se recroiser et cette fois, ils auront toute la guilde Diabolos avec eux et on sait que ce sont tous des Dragon Eaters. Jusqu'à quel point sont-ils puissants, ça, difficile à dire, parce que en gros, est-ce que les 3 qu'on a croisés, est-ce que c'est les 3 plus nuls? Est-ce qu'ils font partie du haut niveau? On sait pas trop. Donc pour l'instant, de ce côté-là, la situation est réglée. Du coup, ils décident de retourner voir Suijin, maintenant qu'ils ont qu'ils ont battu les méchants. Comme le dit si bien Natsu, il dit t'inquiète pas, ça va aller, on veut pas de mal au dragon, donc il n'y a pas de problème. Et en fait, du coup, ils s'entassent tous dans la petite barque de Lucie. C'est un côté très très hilarant. Et en fait, il y a Happy et Carla qui disent ouais, est-ce que ce serait pas mieux si on se mettait à voler quand même? Pourquoi est-ce qu'on s'est coincé avec ces abrutis là? Du coup, bah, ils récupèrent Natsu et Wendy qui évidemment sont sur un bateau donc ne se sentent pas bien du tout, comme d'habitude. Et c'est là du coup qu'ils vont voir qu'il y a de la fumée du côté d'Elmina,
Donc a priori, la ville est attaquée, il y a quelque chose de mauvais qui se passe, quoi. Donc bah, ils foncent en direction de la ville aussi vite qu'ils le peuvent, donc sachant qu'il y en a 2 qui ont leur exit et les autres qui sont dans la petite barque, donc faut leur avoir des bras, quoi. Et quand ils arrivent, en fait, bah, en fait, on se rend compte que Suijin est en train d'attaquer la ville, en fait. Et on avait eu un petit passage un peu avant où il a même attaqué Camilla en lui disant de se sauver. Et effectivement, comme on l'apprend dans l'épisode, comme je vous l'ai dit, la mage blanche est capable de le contrôler à distance. Et donc malheureusement, il est plus en fait maître de ce qu'il fait. Et il est en train de ravager totalement la ville. Il y a des habitants qui risquent de mourir. Une scène que j'ai trouvée intéressante, même si elle passe très très vite, c'est de voir des gens en fait qui sont devant une représentation de Suijin et qui sont en train de prier en fait, qui espèrent que ça va s'arrêter, qu'il va les sauver. Et je suis pas croyante, je suis pas religieuse, mais ça me fait quand même, ça m'a touchée quand même parce que tu dis ouais, t'as pour ton Dieu pour venir t'aider, c'est dur. Voilà, donc on revoit Kamishima, bref, le directeur de l'hôtel quoi, qui est avec Sameko. Natsu sauve la vie de Sameko et en gros on leur dit mais évacuez vite, faut faire un truc. Et c'est là que Camilla débarque et leur explique que bah en fait si Suijin il est dans cet état aujourd'hui, c'est à cause d'elle. Parce qu'en fait bah Suijin il avait de plus en plus de mal à contrôler ses pouvoirs. Et voilà, lui ce qu'il autant bon, Camilla, je pense qu'elle a raison quand elle dit que les habitants à la rigueur, ils s'en fichent un petit peu. Eux, ils vivent maintenant comme ça, ils savent même plus limite s'ils sont des poissons ou des humains. Donc ce qui peut expliquer pourquoi est-ce que le directeur nous avait dit que c'était un poisson pour le coup. Mais que voilà, les habitants, ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rester auprès de leur dieu, quoi. Mais bon, lui, il aimerait qu'ils puissent vivre une vie normale, sans risquer d'être mis en danger ou autre. Et en fait, voyant bien que ça le bouffait de l'intérieur, en fait, elle a décidé de faire appel à la secte du mage blanc, en lui demandant du coup de venir voler les pouvoirs de Suijin. Sauf qu'en fait, elle lui a juste pris sa capacité d'augmenter, de gérer en fait son niveau de magie, je crois. Ce qui fait que ça a quasiment enlevé tout contrôle à Suijin en fait sur ses propres pouvoirs, sur ses capacités. Et c'est comme ça en fait qu'il s'est retrouvé à ravager de plus en plus les environs en fait, quoi. Et c'est terrible parce que elle a pensé bien faire. On peut pas lui en vouloir là-dessus. Elle a vraiment tenté de faire les choses bien, mais elle s'est complètement fait avoir. Et aujourd'hui, en fait, elle en est résolue à demander au groupe de Natsu de tuer Suijin parce que ça lui ressemble pas justement de faire autant de mal aux gens autour de lui. Et que de toute façon, c'est plus ou moins ce qu'il voulait aussi, quoi. Il nous l'a dit quand on l'a rencontré, c'est bah j'attendais des gens qui seraient capables de me tuer. Je voulais juste essayer de régler la situation avant de mourir, mais là du coup, voilà. Et Natsu, ça l'énerve un petit peu parce qu'il dit oui, tu t'adresses au mage blanc, maintenant c'est à nous, t'es pas capable de faire quoi que ce soit toi-même. Mais elle dit à juste titre qu'effectivement, c'est pas une mage. C'est si elle avait des pouvoirs, elle essaierait de faire des trucs. Mais qu'est-ce que tu veux faire un humain normal face à un dragon divin, quoi. Et du coup, Erza essaye de calmer un petit peu la situation. Et j'ai beaucoup aimé cet épisode puisqu'on passe quand même un long moment sur les doutes de Natsu en fait. Et je trouve ça très intéressant, sachant que c'était le premier en fait à dire que oui, bah c'est des dragons, on nous demande de les tuer, on va les tuer. Basta, il n'y a pas à se poser la question. Mais il s'est bien rendu compte en l'écoutant et en l'observant que bah Suijin, ça reste un mec bien en fait. Oui, il a fait des erreurs dans le passé. Oui, aujourd'hui c'est un danger, mais il veut pas faire de mal à ceux qu'il aime en fait. Et Natsu, ça le bouffe de l'intérieur de se dire qu'il doit, ce qui est très ironique, parce que c'est un Dragon Slayer à la base. Et les Dragon Slayers sont faits pour tuer des dragons. Mais ça, il en a aucune envie. On voit vraiment sur son visage avec la musique et tout. Enfin, ça m'a pas mis les larmes aux yeux, mais presque. Parce que c'est vraiment intense, c'est émotionnel et t'as mal pour tout le monde, en fait, vraiment. Et il hésite. Et puis Carla, notamment, lui sort des arguments que oui, on sait que c'est un mec bien, mais si on fait rien, bah, les gens de la ville, ils vont mourir et nous avec, en fait. Et finalement, Natsu décide de prendre la décision d'attaquer Suijin avec le reste de son groupe. Wendy lance un enchantement pour permettre à Natsu, à Gray et à Lucy d'utiliser de la magie qui blessera du coup le dragon, même si à la base ce sont pas des Dragon Slayer. Et donc voilà, chacun utilise ses petits trucs. Lucy récupère Sagittarius avec son arc. Gray utilise un canon de glace. Erza utilise, je crois qu'elle appelle ça son armure de la roue céleste.
C'est en gros, c'est l'armure avec laquelle elle peut invoquer 36 millions d'armes différentes. C'est celle qu'elle avait utilisée notamment face à Evergreen quand l'Axus avait pété les plombs à l'époque. Et ouais, donc on les voit tous qui attaquent et tout. Suijin, il a des attaques très intéressantes parce qu'en fait, il fait des espèces de tourbillons d'eau qui montent vers le ciel. Et à un moment, en fait, avec toutes les attaques qu'il se prend, il plonge dans la mer. Et en fait, il remonte d'un coup. Et en fait, t'as toute l'eau de la mer qui monte en tourbillon et qui fait une espèce de truc d'eau au-dessus, quoi. Et je sais pas ce qu'il a prévu après, s'il va juste inonder la ville ou enfin, je sais pas ce qu'il a prévu, mais c'est dur. Et c'est là que Wendy s'est dit, ah, c'est donc ça un dragon divin? Ah mince, on est mal. Et dans ma tête, je me dis, les gars, on vous a dit qu'ils étaient tous de la puissance d'Acnologa. Avez-vous oublié le traumatisme, littéralement, de Tenrojima quand Acnologia s'est pointé, a balancé, vous a tous défoncé ultra facilement. Je rappelle que même Gildarts s'est mangé la moitié de son corps, hein. Bon, ce qui rend toujours compliqué de savoir pourquoi est-ce que Ymir, enfin, bref, on va pas revenir là-dessus, mais il y a des problèmes sur l'histoire, dans la cohérence de Fairy Tail, mais c'est pas grave. Et ouais, enfin, moi franchement, je me suis dit, il va nous faire une Acnologia et il va balancer un souffle du dragon en fait. Il va atomiser la ville. C'est moi si j'avais été à sa place, c'est ce que j'aurais fait, hein. C'est ce que Acnologia il a fait à Tenrojima, l'île a disparu, hein. Donc ouais. Non, franchement, c'était un épisode fort en émotion, à plein de niveaux différents. Et ouais, ça te serre le cœur quand tu le vois, quoi. Tu te dis, mince, ce mec, disons que tu as ce côté un petit peu euthanasie, même si c'est pas exactement dans le même contexte, mais le côté, la mort, c'est peut-être pas une si mauvaise chose en soi. Ouais, ça fait mal, ouais, t'as pas envie. En même temps, si c'est pour que la personne en face, elle souffre, c'est pas la peine, quoi. Ça vaut pas le coup. Et du coup, donc voilà, l'épisode se termine comme ça, et puis bah, on sait pas ce qui va se passer dans l'épisode 6. Enfin, on sait pas ce qui va se passer dans l'épisode 6. Ayant lu le manga, ayant vu le titre du prochain épisode, j'ai plutôt une bonne idée d'un événement qui va se passer. Voilà, je ne dirai rien, mais je crois que je m'étais à peu près arrêtée. Je me souviens que ce personnage est introduit que j'avais lu, et j'ai vu un petit peu le titre de l'épisode 8, donc je sais que j'avais été plus loin. Mais voilà, niveau souvenir, ça commence à devenir compliqué, là, on va dire. Donc bon, encore une fois, je sais plus. Je crois savoir comment est-ce qu'on va régler la situation avec Suijin, mais j'affirmerai rien parce qu'encore une fois, ça fait 6 ans, quoi. C'est loin. C'est très très loin. Sur ce, bah écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps, j'ai pas grand chose à dire de plus. Si, petite remarque, je sais à quoi me fait penser le l'ending, non, l'opening de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Ça me fait beaucoup penser à un des openings d'Eden Zero. Je sais pas du tout s'il y a un lien, mais c'est en le voyant là, cette fois-ci, pour l'épisode 5, je me suis dit, ça m'a fait tilt, je me suis dit, mais oui, c'est ça que ça me rappelle. Donc voilà, je tenais juste à le faire noter comme ça. Voilà, voilà, bah écoutez, je vais pas blablater plus longtemps. Merci d'avoir écouté ma review. N'hésitez pas à faire un petit tour si vous voulez voir ce que je fais d'autre. Et puis bon, nous, on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 6, en espérant que ça se termine pas dans le drama quand même, ce serait bien. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.